Jean Prieur, vous êtes surtout connu par votre best-seller Témoin de l'invisible, traduit d'ailleurs dans plusieurs langues, qui a connu un fort tirage. Oui, Les morts ont donné signe de vie, autre ouvrage également célèbre, L'âme des animaux. oui, ça c'est un autre best-seller, Et L'âme des puis, animaux, oui. vous nous avez étonné avec l'Europe des médiums et des initiés, et puis un ouvrage des ouvrages sous Swedenborg, on ne vous connaissait pas les talents d'historien. Et là, vous préparez un livre qui a pour titre Le temps éclaté, le temps éclaté avec en sous-titre Prémonition, monition, psychométrie. Alors, c'est un sujet qui n'est pas très éloigné de l'objet de vos préoccupations, mais quand même assez différent. Alors, depuis combien de temps vous êtes-vous préoccupé du sujet de la Oh, prémonition, car vous êtes... maintenant ça fait bien 2 ans que je rassemble les expériences, celles d'autrui et puis aussi les miennes. Les miennes ne sont pas très spectaculaires, mais elles me permettent de comprendre ce qui se passe chez les autres. C'est ça qui est intéressant. Bien. Alors, on peut faire une très grande distinction entre les expériences psychiques spontanées Ah et oui, puis les expériences psychiques qui sont provoquer. provoquées. Voilà. Et les expériences spontanées, elles sont par définition particulières, personnelles, intimes et rarement spectaculaires. Et elles se produisent toujours de façon inattendue. C'est la surprise. Et c'est un phénomène capricieux que nous ne pouvons pas commander. Mais c'est un phénomène intelligent qui est en rapport avec nos pensées, nos paroles, et c'est une réponse imprévue à nos préoccupations. Là, l'initiative vient d'en haut, c'est-à-dire du monde spirituel. Le ciel donne ou ne donne pas, c'est le domaine de la grâce. Et l'argent qui joue un si grand rôle dans les autres mensis n'a rien à voir ici. On ne peut pas payer pour voir. Ah ben non, 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 c'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi une garantie d'authenticité. Et là, évidemment, le contrôle est impossible. Il faut s'en remettre à la bonne foi du percipient. Donc là, on est dans un domaine du qualitatif, du non mesurable, du non répétable. Alors bref, du non scientifique, puisque la science veut du répétable et du mesurable. Nous classons donc dans cette catégorie le rêve prémonitoire. Oui, bien sûr, oui, on ne peut pas filmer le rêve prémonitoire au moment où il se produit, puis on ne pourra jamais le faire. Oui. Alors au contraire, les expériences psychiques provoquées, celles-là sont répétables et elles s'apparentent davantage au domaine scientifique. Et puis le contrôle est possible, il est même recommandé. Mais personnellement, moi je m'intéresse beaucoup plus aux manifestations spontanées qu'aux provoquées. Alors les manifestations spontanées, elles se produisent dans le secret, dans le mystère de notre cœur. Et moi, j'ai étudié ces avertissements inexplicables et mystérieux qui s'imposent brusquement à notre conscience, soit dans le sommeil, soit même quelquefois à l'état de veille. On en donnera quelques exemples. Et ceci sans que le sujet ait été préparé d'une manière ou d'une autre, soit par la qualité de ses facultés, soit par son milieu, soit par l'ingestion d'une drogue quelconque, etc. Non, Ah oui, oui, absolument. Il n'est pas question de prendre des produits pour avoir des flashs prémonitoires, ça sûrement pas. Donc c'est une voyance, mais sans aucune base matérielle. Comme il y en a dans les autres mancies. Les autres mancies, elles utiliseront les astres, les cartes, les tarots, les taches d'encre, le pendule. Donc là, tout ça n'a rien à voir ici. Et puis quelquefois, il n'y a même pas besoin de décrypter. La chose est dite absolument clairement. Il n'y a pas de recours à la clé des songes. Cette expérience prémonitoire, le plus souvent, puisque vous l'avez observé, se présente sous quel aspect? C'est une image qui s'impose, ce sont des mots, des paroles qui sont dites à l'oreille comme dans une clairaudience, c'est ce sont des signes, comment cela s'impose-t-il, puisque c'est une voyance qui n'est pas provoquée, donc le sujet en quelque sorte subit cette... Oui, c'est ça, il subit. Ce clin d'œil du ciel, puisque en fait c'est une grâce, dites-vous. Oui, c'est un clin d'œil du ciel. Alors à ce moment-là, ça peut se produire par une vision en rêve ou une vision à l'état éveillé, ce qui est quand même plus rare. Ça peut se produire par des mots entendus
ou alors quelquefois par des mots lus sur une affiche, ça a dû vous arriver, ça, vous êtes très très préoccupé par un problème, puis brusquement, il y a une affiche qui est là sous vos yeux et qui vous donne la réponse. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'est assez curieux. J'étais en train de réfléchir à une entrevue que j'estimais très importante qui devait se produire le lendemain. Alors, j'y pensais à cette entrevue et brusquement, j'étais au fond d'un café et je vois nada. Et nada, en espagnol, ça veut dire rien. Et tiens, ça c'est négatif. Je me penche un petit peu là sur la droite et je vois Banque du Canada. Mais là où j'étais placé, on ne voyait que nada. Et j'ai pris ça donc pour une sorte d'avertissement. Et en effet, l'entrevue en question n'a rien donné. Voyez. Et ça, c'était absolument spontané. Mais j'ai eu souvent des choses comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'au cas particulier, vous n'auriez pas été alerté par nada si vous n'étiez pas en train de réfléchir à cet entretien. Donc il y a un certain lien entre le message la perception du message, son interprétation, et l'état du sujet qui est en train de réfléchir à quelque chose et qui interprète autour de lui. Alors, est-ce que ça n'est pas, dans le cas précis, pas dans tous les cas, dans le cas précis que vous décrivez, une sorte de projection de la réponse que nous avons intérieurement déjà décryptée sur l'extérieur, de façon à la rendre plus objective et plus intelligible. Vous voulez dire que c'est une projection d'une réponse du subconscient. Oui, sans doute. Oui. Dans ce cas particulier. Et vous sembliez nous dire que dans d'autres occasions, alors que le sujet n'a pas précisément à l'esprit un problème comme celui qui vous préoccupait, parce que ça me préoccupait. Est en train de conduire sa voiture, est en train d'écrire une lettre à un ami, de lire, enfin de vaquer à ses occupations, et brutalement, il est sous l'effet d'un message qu'il reçoit, qu'il ne comprend d'ailleurs pas, puisqu'il n'est pas habité par une idée précise, une préoccupation particulière. Et là, il a vision, message, clairaudience. Alors ça, c'est encore une autre forme. Oui, ça c'est encore autre chose. Je crois que ça c'est plus rare, parce que de ces réponses qui vous frappent, par exemple, quand on est dans la rue et que l'on voit brusquement un mot et on ne voit plus que lui qui est la réponse à la préoccupation, je pense que ça arrive assez souvent. Et que tout le monde connaît ce genre d'expérience. Et il est sûr que, alors ça c'est extrêmement... la réponse est tout à fait certaine. Puis elle est donnée brutalement. Et il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc là, je disais qu'il n'y avait pas de base matérielle, mais là, il y en a une, évidemment. Mais une qui est aussi du domaine du spontané. La différence entre prémonition et pressentiment, je dirais que le pressentiment est plus vague que la prémonition, c'est tout. C'est la connaissance intuitive d'un événement absolument imprévisible et qui ne peut être connu par aucun moyen matériel. Le présage, je dirais que c'est un événement physique qui a une signification spirituelle et souvent une portée historique. Par exemple, le voile du temple qui se déchire à la mort du Christ, ça c'est un présage qui concerne le temple et le peuple juif et qui signifie que le culte ne sera plus célébré là et que le temple va être détruit, ce qui est arrivé en 70, n'est-ce pas, par les Romains. Je pense que c'est assez exact de faire cette différence entre la prémonition qui est plus individuelle et le présage qui concerne le destin des peuples. Et là, vous distinguez à nouveau entre prémonition et monition. Entre ces deux termes qui recouvrent globalement une même réalité, mais quand même... il y a une différence. Il y a une différence là. C'est-à-dire que la monition, c'est donc une variété de la prémonition, et elle concerne le présent ou le futur immédiat. Par contre, la prophétie, par exemple, peut s'étendre sur des centaines d'années. Alors, elle est reçue soit pendant le sommeil, soit à l'état de veille. Et comme son nom l'indique, parce que monitio en latin, ça veut dire avertissement, c'est un avertissement.
ça signifie voilà ce qui risque de se passer si tu ne changes pas de conduite. Et puis, quelquefois, c'est simplement une information. Par exemple, une personne vient de décéder, on en est averti mystérieusement. Ou alors, c'est une mise en garde contre un danger qui risque de se produire. Un appel à la prudence, ça, j'ai plusieurs expériences de cela, n'est-ce pas, de monition, alors que l'on reçoit pendant qu'on est en train de conduire. Donc, à ce moment-là, on est en pleine lucidité, on n'est pas dans les vapeurs du rêve. Et puis alors, quelquefois même, j'en ai une là, comme des réprimandes ou des remontrances. Donc, la monition n'a pas ce caractère fatal de la prémonition. C'est-à-dire qu'il y a une bifurcation possible. La monition intervient dans le cours de nos activités et c'est une alerte en quelque sorte du subconscient qui nous dit, on peut appeler ça la conscience, on peut appeler ça l'ange gardien, on peut appeler ça d'autres sortes de mots. C'est une alerte, une espèce de clignotant qui nous avertit sur notre cheminement matériel, spirituel, moi je trouve que ce terme de clignotant est très juste. Et alors, dans le domaine de la monition, les événements dont la monition nous avertit ne sont pas des événements irréversibles, puisque on peut modifier. Voilà, cette monition contient en elle-même presque l'antidote du danger dont elle nous avertit. Ah oui, là, je pourrais vous donner des exemples de monitions qui ont évité un accident de la route, par exemple. Alors que dans la prémonition, il y a presque un relent de fatalité. Absolument, oui. Surtout si ça s'étend sur des années et des années. Très bien. Donc là, je pense que la différence est nette, c'est-à-dire que la monition, c'est pour le présent et le futur immédiat. Alors, dans le domaine des phénomènes provoqués, est-ce que l'on peut, à juste titre, placer la psychométrie, c'est-à-dire cette faculté qui fait appel à la sensibilité du sujet qui s'y exerce? Alors là, la psychométrie, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le voyant psychomètre prend un objet et il est capable de dire... En palpant l'objet, oui. De raconter l'histoire de cet objet, de décrire son environnement, l'environnement physique de l'objet, les personnes qui l'ont possédé. C'est en général une investigation du passé. De la psychométrie orientée vers le futur, ça existe aussi, mais c'est plus rare. C'est donc véritablement une plongée dans le passé. Quelquefois, ça peut remonter très très loin. Moi, j'ai fait psychométrer des objets grecs ou romains et la personne a réussi à les situer dans le temps et aussi dans l'espace. C'est ça. Et ce que vous dites me rappelle une communication scientifique que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Il y aurait un chercheur français qui a découvert que la molécule de l'eau est dotée de mémoire. Et que lorsque des fleuves ou des océans avaient été pollués ou avaient été contaminés ou empoisonnés, même lorsque le temps était passé ou que des mesures avaient été prises pour dépolluer ou désintoxiquer ces molécules d'eau qui sont quand même des êtres vivants, après tout cela, malgré tout cela, des siècles après, des années, voire des siècles après, la molécule gardait dans sa mémoire le souvenir de j'ai entendu parler de ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est très éclairant pour les expériences de psychométrie. D'ailleurs, le bouquin sur la psychométrie, je pensais même l'intituler « La mémoire des objets ». Oui. Et donc, cela va très loin parce que s'il est prouvé scientifiquement que les molécules d'eau ont une certaine mémoire, alors, à plus forte raison, un objet solide est quelque chose de compact, tandis que l'eau, par définition, ça n'a pas de forme, n'est-ce pas? Oui, ça va loin. Cela donnerait raison aux homéopathes, cela donnerait raison aux voyants tactiles, cela expliquerait... On explique déjà, en tout cas, les impressions lourdes que ressentent certains sujets sensibles lorsqu'ils pénètrent dans des lieux où s'est déroulé des scènes pénibles, des assassinats, etc. Certains médiums, lorsqu'ils traversent ces endroits, sont pris même de malaise. C'est donc que ces lieux ont une certaine mémoire, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ce que j'avais raconté là dans Le Monde Inconnu, n'est-ce pas? L'incendie du bazar de la Charité. Oui. Donc, il n'existe plus
depuis 1897. On a reconstruit autre chose sur cet emplacement, mais il y a quand même la mémoire des lieux. Alors, on va passer maintenant au stade de l'évocation de ces expériences, Oui. et peut-être par quelques évocations de rêves prémonitoires célèbres, Jean Prieur. Oui, célèbre, si c'est la duchesse de Fontanges qui est en cause, ou alors de personnes que je connais à qui il est arrivé des prémonitions assez troublantes. Alors en voici une. Il s'agit de Madame Anderson. Elle est française, mais marie un Suédois. Et c'est très curieux parce que son rêve illustre la fameuse légende scandinave de la charrette fantôme. Alors elle rêve qu'elle marche sur une route déserte en compagnie de sa fille Chantal, une ravissante jeune fille qui commence à faire carrière au cinéma. Alors une charrette les double, fait quelques mètres, puis s'arrête en grinçant. Et elle reconnaît des personnes de sa famille qui sont toutes décédées. Et le cocher, en vêtements noirs, fait signe à la jeune fille de monter. Madame Anderson, qui a compris le sens de l'invitation, veut le faire à sa place, et le cocher la repousse et dit d'un ton péremptoire « Non, pas toi, elle ». Alors Chantal obéit et va s'asseoir parmi les défunts qui lui sourient et se servent pour lui faire un peu de place. Et la charrette s'éloigne dans un nouveau grincement. Et Madame Anderson se retrouve seule sur la route. Et elle se réveille en larmes. Eh bien, cette année-là, Chantal, pour des raisons demeurées mystérieuses, se suicida. C'est assez étonnant, ça. Oui. Alors voici une autre histoire, et avec une erreur d'interprétation. Un de mes lecteurs, M. Dejoux, voit en songe un homme armé d'un poignard penché sur son ami Arnaud. Ce dernier est étendu et ne se débat pas, et M. Dejoux se dit « serait-il déjà mort ?» Alors M. Dejoux distingue dans le rêve le visage de l'assassin qui, chose curieuse, n'a rien de haineux ni d'effrayant. Alors au réveil, il téléphone à son ami Arnaud pour prendre de ses nouvelles, et elles sont excellentes. Alors là, il s'est dit, mais que faire? Est-ce que je dois le mettre au courant? Mais ça risque de l'inquiéter inutilement. Et puis, quelle confiance accorder à un rêve? Alors il décide de se taire. Plusieurs mois passent et Arnaud n'est pas du tout assassiné. Et voici qu'il doit entrer en clinique pour une opération à cœur ouvert. Alors, M. Dejoux va lui rendre visite et se garde bien de lui parler du rêve. Et soudain, un monsieur en blouse blanche entre dans la chambre et M. Dejoux le reconnaît, c'est l'assassin du rêve. On fait les présentations, mon ami Arnaud, le docteur M, le chirurgien qui m'a opéré et rendu à la vie. Donc, le poignard de l'assassin, c'était en réalité un scalpel. Mais alors, ces rêves prémonitoires semblent en général annoncer des événements malheureux ou critiques. Ah oui, c'est des événements... C'est une règle, il n'y a pas de rêve prémonitoire, au contraire, annonçant des événements positifs ou heureux. Oui, évidemment, ça c'est une objection qu'on m'avait faite. Et c'est juste, oui, en réalité, c'est presque toujours des choses assez dramatiques, ou des opérations, souvent des opérations, oui, en fait, ou des oui. morts. L'interprétation qu'il faut peut-être y voir, c'est que en réalité, ceux qui nous renseignent n'approuvent peut-être pas que nous cherchions à nous renseigner sur l'avenir, même l'avenir des choses heureuses, etc. Et que ces avertissements sous forme de monition, de prémonition ou de rêve ont simplement pour but de nous, au contraire, de nous prévenir et de nous garder, en fait. Mais que la recherche d'informations sur le futur quant à l'amélioration de notre condition matérielle ne fait peut-être pas partie du programme de ces entités. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais on peut dire aussi que le bonheur ne fait pas beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Le bonheur ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien, n'est-ce pas? Oui. Mais ça existe aussi, les rêves heureux, oui, des naissances, des mariages, des amours.
Mais en réalité et en général, ce sont quand même des opérations, ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame de Fontanges en réalité? Alors, Madame de Fontanges, donc, c'était la maîtresse de Louis XIV, et elle était encore une des nombreuses maîtresses, elle était toute jeune fille, elle avait 17 ans, lorsqu'elle eut un songe. Alors elle rêva qu'elle montait sur une cime très élevée, après avoir été comme éblouie et couverte par un nuage resplendissant. Puis elle se trouva plongée dans une obscurité pesante et totale. Elle se réveilla épouvantée et but un verre de lait. Alors, ce rêve, tour à tour merveilleux, angoissant, lui semblait d'une telle importance qu'elle osa en parler à son confesseur. Alors qu'il lui dit « Oh, prenez garde, ma chère fille, cette montagne est la cour, lieu de tous les honneurs et de tous les périls. Vous y jouirez d'un très grand éclat. Ce nuage resplendissant qui vous obombra ne peut être que Sa Majesté. Hélas, cet éclat qui vous attend sera de brève durée si vous abandonnez Dieu, car en ce cas, Dieu vous abandonnera et vous sombrerez en d'éternelles ténèbres. » Eh bien, c'est en effet ce qui se réalisa, malgré la toute-puissance de la marquise de Montespan. Mademoiselle de Rien du tout, c'est comme ça qu'elle l'appelait, n'est-ce pas, c'est comme ça que Montespan appelait la jeune Fontanges. Eh bien, la jeune Fontanges devint la maîtresse en titre et une sorte de reine de la main gauche. Mais sa fortune ne dura pas très longtemps, parce que vous savez que la Montespan était une personne extrêmement redoutable, compromise dans l'affaire des poisons, et elle empoisonna la malheureuse Fontanges. Et ça, on le sait par la mère du régent, la princesse Palatine, qui le dit très nettement que cette malheureuse jeune femme fut empoisonnée par un laquais de la Montespan qui lui fit prendre un lait empoisonné. Et il y avait donc... Dans le rêve qu'elle fit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, après le rêve, elle boit un verre de lait, ce qui est assez curieux. Mais enfin, déjà, alors ça c'est un geste prémonitoire, mais inconscient. À son réveil, oui, c'est ça. Après le songe, elle but un verre de lait. Et elle fut empoisonnée par... Et elle fut empoisonnée, en effet, par un verre de lait. C'était un laquais au gage de la Montespan qui lui a fait prendre ce breuvage. Mais elle était déjà très, très, très mal. Parce que la grande spécialité de la Montespan, c'était d'empoisonner les gens à petit feu, si on peut dire. Elle a même essayé sur Louis XIV. Pendant un certain temps, le pauvre Louis XIV a été très, très malade. Et on a compris après que c'était cette garce de Montespan qui l'empoisonnait à petite dose. Voilà. Oui, alors jusqu'à présent, on a évoqué des rêves qui décrivaient des situations assez générales, sans détails précis. Alors, est-ce que vous avez recueilli des témoignages de rêves prémonitoires décrivant avec une précision absolue, étonnante, des situations qui ont été vécues par les auteurs de ces rêves prémonitoires dans le présent à l'état objectif et d'une façon absolument conforme aux rêves prémonitoires qu'ils ont faits? Oui, absolument. Et alors là, vous allez voir qu'une chose aussi fortuite qu'une personne qui sort d'un ascenseur, ça a été vu 2 ans auparavant. Dans le rêve. Dans le rêve, c'est ça. Une de mes amies, qui s'appelle Lydia, qui avait 13 ou 14 ans quand elle rêva qu'on devait l'opérer et que sa mère l'emmenait en auto à Nice. Ça, c'est le rêve, n'est-ce pas? Alors, la mère et la fille arrivent devant une grille fermée, on la leur ouvre, les voici dans un jardin avec au fond une grande maison qui est une clinique. Elles entrent, en face de la porte, un ascenseur. Elles le prennent. Elles s'arrêtent au 2e étage et elles débouchent sur un long couloir tout blanc. À droite, une porte s'ouvre, livrant passage à une infirmière qui pousse un chariot portant un malade. Et le songe s'arrête là. À l'époque, Lydia est en parfaite santé. 2 années passent. Elle a complètement oublié ce rêve. Une crise d'appendicite, il faut l'opérer d'urgence. Sa mère appelle un taxi. Et à ce moment-là, le scénario se déroule identique. Il y a la grille fermée, le jardin, la grande maison au fond, l'ascenseur, le long couloir blanc,
et la porte qui s'ouvre et l'infirmière qui pousse un chariot. Et brusquement, Lydia se souvient et elle revit tout le rêve. Donc même cette chose très très fortuite, n'est-ce pas, de cette infirmière qui sort de l'ascenseur en poussant un chariot, ça semblait prévu de toute éternité. C'est très curieux. Et je m'arrange moi pour rassembler les choses qui se ressemblent. Et alors une autre personne a fait à peu près le même rêve. Elle se trouve dans le couloir blanc d'un hôpital, puis dans une salle d'opération, où s'avance un chariot portant une jeune femme inanimée. Et un sentiment d'angoisse lui serre la gorge. Elle s'approche et là, elle reconnaît sa fille. Très pâle, les yeux clos, et une voix prononce « Elle est morte ». Et Madame Duché crie « Non, 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 je ne veux pas, ça n'est pas possible ». Et elle appelle sa fille comme si son prénom pouvait la ressusciter. Et à ce moment, une enfant lui dit en la tirant par la jupe « Et moi alors ? Toi, ça m'est égal, c'est ma fille que je veux ». Puis tout s'efface, et au réveil, Madame Duché téléphone à sa fille et lui demande ses nouvelles. « Mais je n'ai rien, je suis en parfaite santé », et oublie ce cauchemar. Et alors, 1 an plus tard, elle est prévenue par son gendre. Madame Duché arrive à l'hôpital, et à ce moment-là, tout se déroule comme elle l'avait vu en rêve. Elle s'engage dans le même couloir blanc, elle voit s'avancer le même chariot, sa fille y repose, inerte, très pâle, les yeux clos, morte. Et la petite fille, donc la fille de la défunte, crie « Et moi, et moi, et moi ». Voilà. Donc tout dans le détail est identique. Alors, généralement, on accorde aux taches d'encre, ça c'est pour les mancies des taches d'encre, mais également aux dessins d'enfants, des qualités prémonitoires, des dessins exécutés par des enfants. Oh oui, là j'ai un exemple qui est tout à fait bouleversant. Et j'ai deux exemples qui se complètent. Alors, en avril 67, dans une école maternelle de Bavière, la maîtresse annonce « Aujourd'hui, je ne donne pas de sujet, vous dessinez ce qui vous fait plaisir ». Et quand elle ramasse les feuilles, elle constate qu'un des écoliers a représenté un corps d'enfant gisant sous les roues d'un camion. Et le lendemain, le petit garçon en question était écrasé par un camion-citerne. L'auteur du dessin. L'auteur du dessin, c'est ça, voilà. Et alors là, j'ai une histoire de dessin prémonitoire qui est plus complexe, mais il faut l'étudier dans son détail. Alors, c'est un petit garçon, un Français, qui est établi en Suisse avec ses parents. Il s'appelait Gabriel. Et c'est un enfant qui aimait beaucoup dessiner, qui était fort remuant et très désobéissant. Et sa mère ne cessait de le supplier « Ne joue pas à des jeux dangereux ». Alors elle le lui répétait juste 1 heure avant une fatale partie de cache-cache qu'il avait organisée avec ses copains. Et alors pour être bien sûr que personne ne pourrait le dénicher, il eut la malencontreuse idée de monter sur le toit d'une grande maison qu'il habitait avec ses frères, sa sœur et ses parents. Alors on est en décembre en Suisse, le toit à forte pente est verglacé. Gabriel glisse, il se rattrape à la gouttière où il reste quelques instants suspendu et puis alors bien vite à bout de force il tombe de 2 étages et se tue. Alors quelques semaines après sa mort, dit sa mère, en rangeant ses partitions de musique, j'ai retrouvé un dessin de Gabriel. Il représentait une maison de taille imposante comme notre villa de Lausanne. Les couleurs étaient vives, mais les volets étaient fermés. Et sur le toit, du côté de sa chute, se trouvait une horloge indiquant l'heure exacte du drame, 5h03. La légende me fit encore plus de peine car elle disait la maison de mes rêves. Il avait dû faire ce dessin 1 ou 2 mois avant l'accident. Par la suite, je me suis souvenu l'avoir vu esquisser de grandes maisons avec toujours une horloge sur le toit. Et je lui demandais pourquoi. Il me répondit qu'il ne savait pas. Alors, les parents de Gabriel quittèrent Lausanne pour s'établir au Canada, où Françoise avait été mutée. Et alors là, d'autres découvertes. J'ai découvert encore une esquisse au crayon, toujours le même style de grande et haute maison, et grimpant le long du mur, un petit personnage suspendu à une corde. Et alors là, elle se souvient, mais mon Dieu, la corde,
C'est ce que j'ai cherché désespérément quand je l'ai vu suspendu à la gouttière. Mais je n'ai rien trouvé, et quand je suis revenu, il gisait sur le gravier. Et ça n'est pas fini. À quelque temps de là, Michel, le frère cadet, montra à sa mère 2 cahiers de dessin. Les uns étaient de Gabriel, et de nouveau, la maison avec l'horloge marquait 5h03. Et les autres étaient de Michel, et là encore, il y avait une horloge marquant 5h03. Quel âge avait ce petit garçon? Il avait 10 ans, Oui. et Michel était plus jeune. Alors, Françoise continuait son témoignage. Le dessin de Michel daterait donc de la fin de notre séjour à Dakar. C'était des gens qui étaient aux affaires étrangères, donc qui voyageaient sans arrêt. Soit 18 mois avant l'accident. C'est inouï. Michel aurait eu lui aussi la prémonition du décès de son frère. Et ce n'est pas tout. Awa, notre jeune cuisinière sénégalaise, m'a dit tout récemment qu'elle avait vu cet accident en rêve lorsque nous étions encore à Dakar. À l'époque, elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait nous accompagner en Europe puis au Canada. Elle se souvient très exactement de la maison qui était identique à celle de Lausanne. Seulement l'enfant qui tombait du toit était de race noire. Et alors, ça n'est pas fini. Françoise elle-même, 2 semaines avant la tragédie, voyait chaque nuit en rêve la fenêtre par laquelle Gabriel était sorti pour monter sur le toit. Et alors elle se disait « il faudra la condamner, cette fenêtre », comme l'hiver précédent, pour que l'air glacial ne s'engouffre pas dans la maison. Puis après tout, pense-t-elle, ça n'est pas si nécessaire, maintenant nous sommes habitués au climat européen. Et alors l'admonition, là, avait été incomplète, et c'est un remords pour Françoise de ne pas avoir condamné cette sacrée fenêtre par laquelle l'enfant est sorti pour monter sur le toit. Donc il y a eu monition, mais qui n'a pas été suivie d'effet. Et vous pensez que dans ce cas, l'accident eût été évité si les parents avaient... Ah ben oui, si les parents avaient compris la munition, c'est-à-dire condamner définitivement cette fenêtre. Que tout le problème, c'est que généralement, c'est la critique que l'on fait à ces prémonitions, tout le sens de la monition apparaît clairement une fois que le drame se réalise. Mais auparavant, on ne voit pas très bien à quoi relier l'image qui s'impose à nous. Puis alors là, on a une impression terrible de fatalité, puisque le petit Gabriel, le petit Michel font des dessins de maison avec une horloge sur le toit, ce qui n'arrive jamais, c'est dans les églises qu'il y a des horloges, et ça marque 5h03, qui était exactement l'heure de la mort du petit garçon. Alors Jean Prieur, je vous faisais la remarque tout à l'heure que toutes ces prémonitions avaient un goût un peu négatif, un peu fatal, puisqu'elles annonçaient toujours des malheurs, des drames. Alors venons-en maintenant à ce que vous appelez les monitions, oui, qui sont des choses fulgurantes, qui s'imposent tout de suite et qui nous annoncent des événements heureux ou des catastrophes, mais qui contiennent en elles, lorsque ce sont des catastrophes... Mais la catastrophe a été l'antidote, évitée. voilà, l'antidote de la chose à éviter. Oui. Là, je pense justement à cette histoire que j'intitule « Le motard fantôme ». Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre, qui jouit d'une excellente santé physique et mentale, et qui est en train de rouler de nuit, très très vite, sur une route d'Alsace, et il conduit d'autant plus vite qu'il est seul sur la route. Et soudain, dans son rétroviseur, il voit le phare d'une grosse moto qui se rapproche de plus en plus. Ça l'agace, il dit « Mais qu'est-ce qu'il a, ce zèbre, à me coller comme ça ?» Et il appuie sur le champignon pour le semer. Et le motard est toujours dans son dos, à la même distance. Et Jean-Pierre n'en revient pas, parce que ça se passe dans les années 50, et à cette époque, les motos n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui, elles étaient bien incapables de suivre une voiture, et encore moins de la doubler. Alors là, il est très très étonné. D'autant plus que le motard se rapproche, et maintenant il est à sa hauteur, et alors il lui fait le fameux signe, c'est dommage qu'on ne soit pas à la télévision, pas si vite, c'est-à-dire, vous savez, la main est horizontale, et puis on la baisse et on la relève. Donc pas si vite. Alors, chose incroyable, le motard n'est pas du tout un motard de la police, comme il pourrait le croire, mais un de ses amis
qui s'est tué à moto quelques années auparavant. Et il est vêtu d'un pullover rayé, le même pullover qu'il portait le jour de l'accident fatal. Et Jean-Pierre a su ce détail par les parents du jeune homme. Alors ce fantôme casqué le regarde intensément avec affection, mais il est très impassible, il ne remue pas les lèvres et il comprend son geste, ralentit. Alors finalement Jean-Pierre obéit et la vision disparaît et le motocycliste s'est volatilisé de façon fulgurante. Alors Jean-Pierre est tellement troublé qu'il arrête sa voiture et il constate la présence de travaux sur la route, des travaux qu'il était impossible d'apercevoir car la signalisation lumineuse de la chicane ne fonctionnait plus. Et derrière cette barrière, il y avait une profonde excavation. Donc, sans le motard revenu de l'autre monde pour l'avertir, il se fracassait contre cette chicane qui n'était plus signalée et il tombait dans cette excavation. Alors donc là, la catastrophe a été évitée. Une autre histoire, là, la catastrophe n'a pas été évitée, mais c'est quand même, pour une fois, c'est assez comique. Alors voici, au château de Versailles, deux amis, Albin et Patrice, qui travaillent à la restauration d'un certain nombre de tableaux dans un atelier qui est réservé à cet effet. Alors soudain, Patrice éprouve le besoin de contempler l'ensemble. Il fait quelques pas et le voilà qui se prend le pied dans un tabouret, qui bascule, qui tombe, qui se blesse au visage et se casse une dent. Et le lendemain, son dentiste lui fait passer une radio et lui apprit qu'il s'était aussi fêlé le maxillaire. Comme il ne souffrait pas, il reprend son travail et voici qu'une vieille dame, amie de sa famille, lui téléphone. « Mon cher Patrice, faites-vous de l'équitation ?» Mais quelle drôle de question, non, pourquoi? Eh bien, attention aux chevaux. J'ai rêvé cette nuit qu'un grand cheval blanc vous renversait. Soyez très prudent en traversant la rue. Oh, je vous remercie, mais c'est vraiment fort peu probable, de nos jours, même à Versailles. Et alors, lorsque Patrice eut raccroché, son ami Albin lui montra le grand tableau sur lequel il s'activait au moment de sa chute. Eh bien, ce tableau représentait un roi de France monté sur un superbe cheval blanc. Donc c'était une monition à retardement avec une erreur d'interprétation. C'est-à-dire la bonne dame avait vu un cheval, mais elle ne savait pas que c'était un cheval en peinture. Et cette histoire du pyjama rayé que vous me racontiez hors antenne, Ah oui. Vous pouvez nous la raconter? Oui, parce que là, elle contient un élément que la personne ne pouvait pas savoir. Donc il s'agit de Madame Hélène Laurent, qui est la mère d'une jeune infirmière qui est internée à Ravensbrück. Elle est en train de lire tranquillement dans son lit, donc elle est absolument lucide. Et elle est pleine d'espoir car elle a entendu à la radio que le camp de Ravensbrück venait d'être libéré. Tout à coup, elle entend frapper à la porte de sa chambre. Alors là, elle est stupéfaite parce que la porte du bas est fermée à clé et ne peut laisser passer personne. Alors, elle se lève et ouvre et elle voit sa fille devant elle en pyjama rayé. Et à l'époque, personne ne connaissait la tenue des déportés. Alors, elle veut prendre sa fille dans ses bras et elle lui dit « Oh, c'est merveilleux, vivante, tu es vivante !» Et alors, la jeune fille la regarde et lui dit « Ah non, pas tout à fait, maman. » Et la voici qui se dématérialise. Alors là, Madame Laurent s'habille comme une folle et elle part pour raconter ça à ses voisins et qui lui disent « Mais vous avez rêvé, bien sûr. » « Mais non, je suis certaine de ne pas avoir rêvé. Je ne dormais pas, j'étais en train de lire. » Et quelques semaines plus tard, elle apprend donc la mort de sa fille, morte en déportation à Ravensbrück, et c'était exactement le jour, ou plutôt la nuit, de cette apparition. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, n'est-ce pas, c'est que cette dame a vu sa fille dans cette fameuse tenue des déportés qui était absolument inconnue à l'époque. Elle l'a vue telle qu'elle était au moment de sa mort.
L'ensemble de ces faits que vous nous rapportez, de ces expériences, de ces témoignages, sont rigoureusement exacts. Ah oui, absolument, oui, ça c'est des personnes qui sont de toute bonne foi et qui n'ont eu qu'une seule expérience dans leur vie. Cette Madame Laurent n'a eu que cette expérience-là. Alors vous avez bien sûr des faits historiques que vous avez en tant qu'historien relevés bien sûr, dans les archives. Et puis... Alors ça, ce serait un autre ouvrage qui s'intitulera Le surnaturel à travers l'histoire, dans lequel je raconterai l'histoire de la duchesse de Fontanges. Oui, parce que les faits historiques ont tout de même l'avantage d'être cautionnés par des chroniques, n'est-ce pas ? Ils ont laissé des traces. Alors je voudrais qu'on revienne, que vous nous commentiez le titre qui m'a d'ailleurs assez surpris de l'ouvrage qui est en préparation, Le temps éclaté, dans lequel vous nous parlez des facultés prémonitoires de l'homme et des prémonitions, et de la psychométrie, etc. Oui, alors, le temps éclaté, avec en sous-titre prémonition, monition, psychométrie. Oui, parce que là, on est projeté dans les 3 dimensions du temps. La psychométrie en général, c'est dans le passé. La monition, c'est le présent et le futur immédiat, qui est une sorte de prolongement du présent. Et puis alors, la prémonition, ça peut être la prémonition et la prophétie, ça peut être le futur lointain. Évidemment, on a l'impression qu'il y a un grand bouleversement du temps, et ça soulève alors des problèmes philosophiques et théologiques extrêmement, extrêmement complexes. Il y a certains qui disent, oui, mais parce que là, on est dans le présent éternel. C'est-à-dire que nous, sur la Terre, nous avons une vision successive du temps, tandis que là, c'est comme si on regardait un panorama où l'on a tout à la fois. Ça fait une sorte de temps assez spatialisé.